Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de présenter ce sujet. Alors, j'ai 12 minutes. Voilà, donc ça va être un vrai défi. Je vais donc probablement, les slides seront accessibles, mais voilà, je vais directement présenter quelques éléments factuels. Et j'ai mis la photo de mon collègue et ami Michel, puisqu'une partie des slides sont celles qu'on a présentées. Il me semble que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours auprès des alumni de Paris et qui présentent les résultats de l'édition 2024 de l'Observatoire de la féminisation. Et j'ai rajouté quelques éléments personnels également, mais je pense que ça peut éclairer aussi le débat sur la question de la place des femmes dans les positions de leadership des organisations, où on en est aujourd'hui et comment ça a évolué. Alors, vous allez voir que s'il y a quelques années, il y avait certaines réticences par rapport aux lois et aux quotas, force est de constater qu'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, pour rappel, vous vous souvenez qu'en 2011, on a adopté la loi Copé-Zimmermann qui était très en avance par rapport à ce qui se faisait en Europe, où on a obligé qu'à partir de 2017, il y ait 40% de femmes administratrices au conseil d'administration. Et force est de constater que nous sommes passés de 13% en 2010 à 46,4% en 2024, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français sont, et les Françaises sont champions du monde du nombre de femmes dans les conseils d'administration. C'est suffisamment rare pour le souligner et même les Américaines nous envient ceci. Donc voilà, ça c'est quand même un point important. Mais vous allez voir, il y a quand même quelques marges d'amélioration. Alors, vous allez voir le fameux, voilà, petit tableau. Ça, ce sont les chiffres au 1er janvier 2023. Donc, on voit bien la ligne membre du conseil d'administration, 44,46%. Donc, on est au-delà de ce que demandait la loi Copé-Zimmermann. Très bien. Mais quand on regarde le haut, alors il y a encore une petite marge de progression, c'est-à-dire que sur les 10 positions de PDG dans le CAC 40, 0 femme, d'accord. Sur les positions de président, il n'y a qu'aujourd'hui que 2 femmes. Alors, il faut souligner que par rapport à l'année dernière, je vérifie, c'est la même chose qu'en 2022, donc ça n'a pas bougé. Directeur général, on est à 3, et donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand ce n'est pas obligatoire, ça ne change pas grand-chose en fait. Et l'enjeu aujourd'hui de la nouvelle loi qui est la loi Rixin, c'est effectivement la ligne du bas, c'est-à-dire de mettre en œuvre des quotas sur les comités exécutifs. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement, je vais plutôt utiliser celui-ci qui est la slide de Michel, c'est qu'on voit que les entreprises, donc la ligne du haut, c'est la loi Copé-Zimmermann, où on voit qu'effectivement, en fonction de, à chaque fois les seuils, vous avez une augmentation du nombre de femmes administratrices. Et on voit qu'à partir du dépôt de la loi 2021, de la loi Rixin, alors pour rappel, la loi Rixin, je ne la connais pas. Alors la loi Rixin prévoit des quotas de 30% de femmes cadres dirigeants et de femmes membres des instances dirigeantes en 2027. On attend 40% en 2030. Donc, il faut préparer le pipe pour qu'on ait des femmes dans les comités exécutifs. Ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises, on voit que ça monte tranquillement. Donc là, il y a quand même une anticipation de la loi avec la préparation d'un certain nombre de femmes et d'une montée en puissance de leur présence dans les comités. Mais pour l'instant, on est à 25,75. Alors, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, et ça, c'est le travail de Michel qui je trouve très intéressant, c'est OK, très bien, on veut un certain nombre de femmes aux différentes instances, mais 40%, si on n'a pas dans son entreprise, par exemple, au niveau des effectifs 40%, comment on fait? Et là, je trouve que l'analyse de Michel est très intéressante, c'est qu'il va calculer finalement combien on a de femmes dans les effectifs, combien on a de femmes cadres et combien on en a dans les comités exécutifs. Et sa définition de plafond de verre, c'est on va faire la soustraction entre le nombre de cadres et celles qui arrivent dans les comités exécutifs. Et donc là, vous voyez, vous avez un plafond de verre de 11,34. De même, ici, vous voyez combien de femmes qui sont dans les effectifs arrivent à passer cadre et on est à 2,38. Donc l'idée, c'est aussi de voir
en fonction, est-ce que les entreprises arrivent à faire monter les femmes qui sont dans leur organisation, imposer un nombre important au sommet quand vous ne l'avez pas à la base, ça s'avère extrêmement difficile. Et cette définition-là, donc ces deux types de plafonds, vont permettre à Michel, alors le détail, je ne ferai pas le détail de l'étude, mais vous l'avez en accessibilité, mais ce qui est intéressant, et cette typologie est, je trouve, significative, donc en bas, et on a le petit kakémono qui cache un petit peu, le pourcentage de femmes dans les comités exécutifs versus le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration. Donc on essaie de voir le plafond de verre du passage des exécutifs au conseil d'administration. Et là, vous voyez, par exemple, alors il a les irréductibles machistes, c'est-à-dire non seulement il n'y a pas de femmes au comité exécutif, mais il n'y a pas beaucoup de femmes non plus au conseil d'administration. Bon, voilà, eux, là, ils sont entre eux. Alors, c'est vrai que c'est des entreprises qui sont plutôt connotées masculines dans l'industrie. Et donc là, il y a quelque chose à voir. Vous avez ce qu'on appelle les machistes contrariés, c'est qu'ils ont peu de femmes dans les comités exécutifs, mais ils se sont pliés aux exigences de la loi et donc ils ont réussi à mettre des femmes au conseil d'administration. Ils sont allés les chercher quand même. Et puis de l'autre côté, vous avez ce que Michel a appelé les championnes de la diversité, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a un certain nombre de femmes au comité exécutif et qui se retrouvent dans les conseils d'administration avec parfois même des cas comme Orange, où il y a vraiment presque parfois même plus de femmes dans les instances qu'il n'y a d'hommes dans les comités, enfin dans les statuts cadres. Alors, la deuxième slide qui est aussi très intéressante, voilà, hop, excusez-moi, j'ai appuyé un peu trop. C'est ce qui est très intéressant, c'est le plafond de verre du bas, c'est-à-dire quand vous avez des femmes dans les effectifs, est-ce qu'elles arrivent à passer au niveau du comité exécutif, ce qui concerne directement la loi Rixin, c'est-à-dire comment on arrive à nourrir ces comités exécutifs avec des femmes cadres. Et là aussi, très intéressant, donc on retrouve nos entreprises dites masculines, donc il y a uniformité et exclusion, c'est-à-dire à la fois il y a très peu de femmes cadres et évidemment on en trouve aussi très peu dans le comité exécutif. Effectivement, dès la base, il y a peu de femmes présentes, on en retrouve peu après. Ce qui est intéressant, c'est la case d'au-dessus, ce qui est appelé les Amazones, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas forcément beaucoup de femmes cadres, mais il y en a quelques-unes qui arrivent à ressortir et on en trouve dans le comité exécutif un pourcentage supérieur du nombre de femmes cadres qu'il y a. Donc là, vous avez quelques femmes qui sortent du lot et qui arrivent, je pense à Engie particulièrement, où vous allez avoir dans les instances d'exécutive un certain nombre de femmes présentes, bien plus qu'il ne peut y en avoir, par exemple, dans les cadres intermédiaires. Vous avez de l'autre côté les machistes, et ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous avez dans ces entreprises un fort pourcentage de femmes cadres et pourtant, on ne les retrouve pas au comité exécutif. Et là, ça veut dire qu'il y a un gros plafond de verre bien épais. D'accord? Mais bien épais. Donc là, évidemment, Michel, gentiment, la dernière fois, dit LVMH n'aime pas beaucoup les enquêtes de Michel, puisque effectivement, ça pointe du doigt le fait que, OK, il y a beaucoup de femmes cadres, et pourtant, très peu de femmes au comité exécutif et dans les instances dirigeantes. Là, vous avez un ensemble d'entreprises qui ont clairement le pipe ou comment dirais-je, le réservoir de ressources cadres féminines qui pourraient monter dans l'organisation et pourtant qui ne montent pas. Et enfin, le cadre au-dessus, là, vous avez effectivement diversité et inclusion, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une vraie présence des femmes cadres et elles arrivent à atteindre les sommets de l'organisation. Bon, je trouve que ce qui est intéressant de cette lecture-là, c'est effectivement atteindre les quotas, certes, mais ce type d'étude permet de faire une analyse fine de où sont les femmes dans notre organisation, comment est-ce qu'elles montent, comment on les promeut, et de voir où sont les plafonds de verre. Et les plafonds de verre ne sont parfois pas toujours uniquement au sommet, c'est-à-dire que ça permet d'analyser plus finement comment dans vos entreprises les femmes circulent à travers l'organisation. Et ça, je vais la passer, de toute façon, je vous donnerai les slides, mais ce que je voulais arriver, c'est ça, parce que j'ai parlé beaucoup de plafond de verre, mais il y a d'autres termes et en fait, les termes permettent une analyse beaucoup plus fine des phénomènes. Et vous me direz quand j'aurai largement dépassé mon temps. Plafond de verre, ça, tout le monde connaît. On n'arrive pas à passer au-dessus. Je vais juste aborder la notion de plancher collant.
La notion de plancher collant, c'est-à-dire qu'en début de carrière, les femmes restent plus longtemps dans les positions ou les jobs où elles arrivent et elles n'arrivent pas à décoller, elles sont collées dans leur position alors que leurs collègues ou homologues masculins ont une mobilité plus rapide et plus forte à travers les postes. C'est-à-dire que dans vos analyses organisationnelles, peut-être qu'il ne faut pas juste regarder le plafond de verre, il faut regarder combien de temps les gens passent, hommes et femmes, dans leur poste et de voir s'il y a des phénomènes de plancher collant. La paroi de verre, c'est-à-dire aussi, c'est de voir comment se font les carrières. Alors, vous connaissez cette ségrégation verticale, c'est-à-dire qu'on voit que les femmes font carrière très souvent, donc c'est cette fameuse paroi, dans des fonctions jugées moins stratégiques ou moins bien valorisées dans l'organisation. Je m'excuse, mais c'est l'effet RH, communication, et leur échappe beaucoup plus souvent la partie, par exemple, direction financière. Et c'est ce qu'on appelle la paroi de verre, c'est-à-dire de passer d'une fonction à l'autre est beaucoup plus difficile et elles n'arrivent pas à passer ce mur transparent. Et j'aime beaucoup falaise de verre, vous pourrez briller en société. Il y a des études récentes qui montrent comment, de façon très surprenante, quand par exemple il y a des reprises de postes de direction dans des situations de crise où les entreprises sont extrêmement en danger, où on ne connaît pas l'issue, de façon surprenante, il y a beaucoup plus de femmes qui sont nommées à la tête de ces entreprises-là, parce que le risque d'échec est tellement important que les collègues masculins ont un peu moins tendance à y aller. Ce phénomène s'observe aussi en politique sur des circonscriptions qu'on a plus de mal à gagner, et donc on va plutôt aller mettre une femme qu'un homme. Donc je trouvais que c'était intéressant, et ça a été assez confirmé par certaines études. Et il y a une dernière expression que j'ai oublié de mettre là, qui est l'ascenseur de verre, qui montre de façon surprenante que quand des hommes travaillent dans des milieux dits féminins ou à forte présence féminine, de façon surprenante, leur promotion va être beaucoup plus rapide que les femmes, alors même qu'ils sont une minorité. L'inverse, évidemment, n'étant pas vrai, c'est-à-dire quand des femmes sont dans des milieux majoritairement masculins, mais cet ascenseur de verre, il y a une prime ou une facilité donnée aux carrières des hommes. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je vous donnerai les quelques articles et les références, mais je trouve que ça permet aussi d'affiner la réflexion qu'on a autour du plafond de verre pour voir que le phénomène, c'est pas juste au-dessus, ça peut être sur le côté, ça peut être on peut tomber, ça peut être on peut rester collé au fond. Et ça permet de mieux comprendre et de mieux décortiquer le phénomène. Et je vais juste... Bon, ça c'est pour la promotion de la diversité. À Schema, on fait beaucoup de programmes dédiés aux femmes. Mais pour moi, ça ne peut pas être suffisant. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une analyse de la culture organisationnelle, faire des formations que dédiées aux femmes si vous ne changez pas la culture de l'organisation et si les portes ne sont pas ouvertes, vous pouvez très bien équiper les femmes, mais les portes resteront fermées. Donc là, il y a quand même des choses importantes. Clairement, l'implication du top management, il faut des sponsors au plus haut, sinon ça ne fonctionne pas. Et moi, je vous invite à faire du gender mainstreaming, c'est-à-dire avoir une évaluation genrée des effets de vos politiques RH, de vos politiques de formation, pour voir finalement qui utilise quel type de formation. Et vous allez voir qu'il y a des poids où on est un petit peu surpris. Donc, de faire des analyses quantitatives de ce qui se passe, ça permet de mieux mettre à jour un certain nombre de choses. Et je vais finir sur cette slide-là. Avec Michel, on a beaucoup échangé et on partage ce même sentiment. On le voit aussi chez les jeunes hommes, c'est-à-dire que le focus très important qui est mis à travers le dispositif législatif par rapport à certains mouvements sociaux de promotion des femmes et de dénonciation d'un certain nombre d'éléments fait qu'aujourd'hui, on voit émerger, et c'est normal, hein, quand on vient bousculer un ordre établi, certains conservatismes vont s'exprimer de façon d'autant plus forte qu'ils se sentent menacés. Néanmoins, on ne peut pas ignorer ce type de réaction et il faut en tenir compte et c'est pour ça que dans les dispositifs de diversité et de mixité, l'inclusion des hommes est absolument nécessaire. Alors messieurs, vous n'êtes pas très nombreux, je crois que vous êtes 4-5, mais c'est bien la problématique qui est sur ce genre de choses, c'est-à-dire que très souvent, les événements qui sont faits autour de ça intéressent les femmes et pour les hommes, ça n'est peu ou pas un problème pour eux. Donc ça veut dire aussi comment on en parle pour pour qu'ils se sentent concernés. Pourquoi je dis que c'est important? Alors bon, il y a quelques années, Suzanne Faludi avait écrit ce fameux livre Backlash.
On voit aujourd'hui un certain nombre d'hommes, entre autres à travers certains mouvements masculinistes, de dire bon, bah, c'est bon les filles, quoi, vous avez tout eu, donc on arrête maintenant. Ok, donc ça arrive. Une certaine gender fatigue, c'est-à-dire moi j'en peux plus d'entendre ce sujet-là. Alors, mes garçons aimeraient pas que je dise ça, mais j'ai 2 ados, on en parlait tout à l'heure. Moi, mes 2 ados m'ont dit bon maman, on sait sur quoi tu travailles. N'empêche que nous, on parle de ce sujet-là depuis le CM2. Là, on est rendu en 3e et en terminale, on n'en peut plus quoi. Donc c'est quand même interpellant. Hein. Ils sont pas désagréables comme tout, hein. Ils sont charmants par ailleurs, mais quand même. Bon, en tout cas, ça veut dire que la façon dont on en parle aujourd'hui ne touche plus ou beaucoup moins les hommes. Donc, ça veut dire qu'il faut se questionner sur la façon dont on aborde le sujet aujourd'hui et dont on l'enseigne et dont on le diffuse. En tout cas, moi, ça me pose question. Par rapport au retournement, si on prend d'un point de vue global, les dernières études sur la présence de la démocratie dans le monde montrent une diminution du nombre de démocraties dans le monde. Et là, le lien direct, c'est quand les démocraties disparaissent, le premier élément qui disparaît, c'est le droit des femmes. C'est lié, c'est automatique. Bon, en ce moment, ça grossit pas beaucoup les démocraties dans le monde, donc c'est pas parce qu'en France, on a une loi qui fonctionne bien. Je vous invite à regarder ce qui se passe en Hongrie, en Italie, dans un certain nombre de pays pas très loin de chez nous. Ça va un peu moins bien pour la cause des femmes. Donc, c'est dire, c'est pas gagné, quoi. C'est pas acquis. Donc, il faut être vigilant. Il faut que nous aussi, dans nos entourages, on réfléchisse à comment on parle de ça. Et puis, c'est pour ça, moi, je pense qu'il y a une piste à faire aussi sur la formation et réflexion sur la masculinité, sur les préjugés et les stéréotypes qui pèsent aussi sur les hommes, pour montrer qu'en fait, le poids des représentations sociales, il est présent et que c'est quelque chose qu'on doit déconstruire collectivement. Donc là, c'est une des pistes. Alors, on a une association à l'école qui s'appelle E4She. Donc, c'est une association internationale où des hommes s'investissent pour promouvoir les droits des femmes. Mais c'est comment aussi on développe des hommes alliés dans les organisations. Il y a toute une littérature là-dessus, mais aussi des actions qui sont menées. Et les espoirs et vigilances pour l'avenir. Et je finirai là parce que j'ai dû dépasser. Donc, moi, je pense c'est vraiment important sur l'éducation des jeunes femmes et des jeunes hommes parce que ça n'est pas acquis et je peux vous assurer que ce qu'on attend dans les amphis, c'est pas une évidence pour tous. D'accord? Donc ça, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de posture et les stéréotypes de genre, ils sont encore bien présents, même chez les plus jeunes, les miens par exemple. Donc voilà. Il y a une vraie réflexion, nous aussi, dans les écoles qu'on doit faire sur la ségrégation genrée des métiers, puisque on a encore beaucoup de filles en marketing de luxe et tous les garçons en finance. Donc même nous ici, on a du mal à sortir de ces différences-là. Donc, inclure les hommes. Et puis, bon, le dernier point, j'avais dit. Donc, ça n'est pas gagné. Il y a plein de sources d'encouragement, mais je crois qu'il faut être vigilant et continuer à œuvrer sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie. C'était un peu dense, mais tout ça sera accessible. Merci à vous. Merci beaucoup Stéphanie. Non, c'était très très intéressant et une excellente introduction au sujet de ce soir. Alors, moi j'ai le plaisir d'animer une table ronde avec 3 femmes puissantes, engagées dans leur et engagées dans le sujet et puis aussi dans la façon dont elles le portent en entreprise. Donc, je suis ravie de vous accueillir à l'école pour cette table ronde. Je pense que le premier point, c'est peut-être de demander à chacune de se présenter en quelques mots. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Amélie de Brabander. Aujourd'hui, je suis directrice générale de SI Habitat, donc qui est un bailleur social présent sur le Nord et le Pas-de-Calais, qui gère à peu près 45 000 logements. Donc moi, j'ai construit tout mon parcours professionnel dans ce secteur du logement social. Donc j'ai cette chance aussi d'exercer depuis près de 30 ans maintenant des métiers très riches de sens, parce que la mission du logement, c'est pas n'importe quel bien de consommation, c'est un bien de première nécessité. Donc c'est extrêmement puissant en termes de sens. J'exerce, moi, des fonctions de direction générale depuis un peu plus de 10 ans. J'étais directrice générale de Lille Métropole Habitat, qui est l'office métropolitain de logement social. Et puis voilà. Et puis je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites en fait par Stéphanie, mais je serais ravie ensuite d'échanger évidemment avec vous.
Merci. Et je suis mère de 2 enfants et grand-mère d'une petite fille de 2 ans. Wow. Bonjour à tous, Claire Gois-Brunin. Je suis dans un domaine complètement différent. Je travaille à la Société Générale et je suis dans la banque de détail, parce que voilà, pas la banque de finance, mais vraiment la banque de détail. Donc, avec un parcours à la fois de lien direct avec les clients commerciales, mais de manager un peu partout en France, donc en mobilité géographique. Et aujourd'hui, j'accompagne les équipes au niveau du siège sur l'expérience client, expérience collaborateur. Donc, comment améliorer l'ensemble de nos process bancaires au service du client et du collaborateur. Donc, beaucoup de sujets d'amélioration continue. Donc, un environnement, vous avez peut-être pas repéré, moi je l'ai repéré, Société Générale n'est pas forcément très bien placée et fait partie des machistes. Un environnement très masculin, y compris dans la banque de réseau, parce qu'on aurait pu se dire, dans ce que vous disiez tout à l'heure, que c'était surtout la banque de finance, mais la banque de réseau est très masculine. Par métier, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les non-cadres, vous avez très, très féminin. Il y a plus de 60% de femmes qui exercent le métier de conseiller en agence. Beaucoup sur le marché des particuliers et des professionnels. Le métier un peu plus noble, marché de l'entreprise, vous y trouvez beaucoup d'hommes, un métier beaucoup plus masculin. On est toujours aussi sur cette partie-là. Et puis, dès qu'on monte dans le top management, aujourd'hui, il y a 36% des postes de direction dans le réseau qui sont occupés par des femmes. Donc, c'est voilà, beaucoup de sujets. Donc, moi, j'ai eu la chance, et c'est ce que je partageais en préparant la table ronde, ça fait une dizaine d'années que j'ai un management en tout cas dans ma ligne hiérarchique, exclusivement féminin. C'est le hasard et c'est aussi important, ce qui permet aussi d'accéder, parce qu'on n'accède pas tout seul, mais on y reviendra au cours de la table ronde. Donc, ravie de partager mon expérience et j'ai fait toute ma carrière à la Société Générale depuis 25 ans. Merci. Et donc Fanny, je te passe la parole. Donc Fanny Vandenbusch, je suis coach professionnel, dirigeante du cabinet Talents CRH. J'ai exercé ma première partie de carrière en entreprise, donc dans 2 structures très nordistes, Blancheport du groupe 3 Suisse, puis chez Damar. Je suis un pur produit RH. J'ai toujours travaillé dans les ressources humaines et dans le développement des hommes. Et en 2014, après un accompagnement, un travail sur toutes mes peurs, mes freins, mes croyances, j'ai osé lancer mon cabinet et donc je suis indépendante depuis 2014 et j'accompagne les hommes, les entreprises et plus particulièrement les femmes depuis 2017, puisqu'en fait, quand j'ai lancé mon activité, j'ai créé mon cabinet et j'ai repris le cabinet Talents CRH qui a été fondé par Kate Chemière. Et dans ce cabinet, il y avait effectivement ce dispositif dédié aux femmes qui s'appelle Leadership au féminin. Et donc, depuis 2017, j'accompagne en particulier les femmes. Par ailleurs, j'accompagne en bilan de compétences et en coaching. Et j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par Stéphanie Chasserio, qui a pendant très longtemps et de nombreuses années accompagné le dispositif Leadership au féminin, pour justement mesurer les bénéfices de ce type d'accompagnement chez les femmes. Et donc, maintenant, depuis 2017, j'ai accompagné quand même un certain nombre de femmes et je suis vraiment ravie. Et je suis toujours surprise de ce que ce type d'accompagnement peut créer chez nous les femmes, parce que quand on parle du plafond de verre, on parle surtout de notre propre plafond de verre. Voilà, donc ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci à toutes les 3. Alors, le propre de ces tables rondes qui sont organisées par l'Association des diplômés, c'est vraiment de faire un dialogue entre la théorie et la pratique. Et là, je suis ravie d'avoir une diversité à la fois de secteurs et de points de vue pour aborder le sujet. Et le premier thème sur lequel on avait envie de partager, c'était vraiment de regarder comment chacune, vos organisations se transforment. Pour faire plus de femmes, pour faire plus de place à des femmes dans les postes de leadership. Et pour ça, je voulais commencer peut-être par donner la parole à Claire sur la Société Générale qui se transforme, qui a un ensemble de programmes et d'actions à l'œuvre pour faire accéder des femmes à des postes de direction. Alors, oui, et contraint et forcé, comme le relevé, on va être clair, contraint et forcé aussi par la loi. Puisque à aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, si on regarde le taux de représentativité dans le groupe Société Générale, c'est 46% des femmes
qui occupent un poste clé. Dans la banque de détail, c'est à peine 36%. L'objectif 2026 avec la loi Rexin, c'est d'arriver à 35% de femmes dirigeantes et 51% de femmes dans l'effectif cadre. Aujourd'hui, on n'y est pas encore tout à fait. Hein. On a quand même encore une marge de manœuvre. Et donc pour tout ça, c'est ce que Stéphanie disait, hein, c'est quelle est ma base, quelle est ma source. Donc alors je vais vous parler beaucoup de la banque de détail parce que je n'ai pas d'expérience dans les autres secteurs d'activité de Société Générale et donc je ne vais pas me prononcer sur le sujet. Mais déjà sur la banque de détail, on a la base, on a la source puisque 60% des collaboratrices, enfin des personnes qui exercent le métier de conseiller sont des femmes. Et donc comment au final, on n'en a que 36% qui arrivent en haut de l'échelle. Donc il y a tout un programme à la fois de formation en interne, de promotion, alors déjà pour accéder au cadre, hein, donc c'est tous les sujets, là c'est ouvert à tous, de promotion pour passer cadre, et puis après il y a tous des programmes de formation, de coaching. Alors il y a du coaching interne, il y a des coachs internes, des coachs externes, mais c'est aussi toute l'impulsion que les managers, c'est ce que je disais, moi j'ai aussi bénéficié, hein, on n'est pas tout seul, c'est pas avec juste nos petits bras qu'on va arriver tout seul, notamment dans des grandes entreprises comme celle-ci. Il faut qu'on ait une impulsion. Alors moi j'ai bénéficié de cette impulsion féminine. Il y a aussi le fait de faire savoir et à titre personnel, c'est d'oser. Lever la main, d'oser dire, d'éviter ce syndrome de l'imposteur. Et je pense que Fanny, il y a beaucoup de sujets que tu dois travailler dans tes coachings. Donc, on a développé de tous ces sujets de formation qu'on met à disposition, soit des programmes internes, c'est aussi des programmes de formation. Alors, pour certains, ça parle peut-être le programme F, qui est un programme de formation inter-entreprise qui est aussi très riche, beaucoup sur du développement personnel, de la réflexion personnelle, de posture, de se questionner. Beaucoup de liens aussi et de travail dans on l'évoquait rapidement tout à l'heure, le lien vie professionnelle, vie privée. Le fait voilà, il n'y a pas de frein à voir, mais c'est aussi une capacité, quand on a une famille, de travailler ça de manière conjointe, d'avoir un appui. On ne fait pas ça seul. Il faut que ce soit un projet familial. Et voilà, Société Générale aujourd'hui fait encore beaucoup d'énergie. Et je rejoins ce que tu disais, Stéphanie, sur cette vision des hommes qui aujourd'hui nous disent bah ouais mais toi tu as de la chance, tu es une femme, donc tu sais que les postes en fait tu es là parce que tu es une femme. Je dis OK, j'ai peut-être aussi un tout petit peu de compétences, si vous voulez bien aussi le reconnaître, parce que une femme qui a pas de compétences, voilà. Donc on l'entend encore, enfin en tout cas moi je l'entends encore beaucoup. Mais on a aussi l'impulsion du top management qui doit avoir beaucoup d'influence, qui doit porter le discours. Et puis, du coup, les hommes se disent, OK, mais du coup, si tu me prends ma place, qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? Parce qu'on est dans beaucoup d'entreprises dans la rationalisation, dans la réduction des ratios managériales. Donc, on va vers d'autres types de management que juste du management hiérarchique. Donc, tout le développement du management matriciel, de management non fonctionnel, qui doit aussi être valorisé quand on est habitué à une structure comme la nôtre qui est très pyramidale. Et du coup, il y a moins de place. Ça, c'est évident. Hein. On restructure, on rationalise les coûts, donc il y a moins de place pour tout le monde. Et donc, voilà, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi toute l'organisation qui doit aussi changer et beaucoup de travail encore. Merci à la loi de nous aider à avancer, mais la loi ne va pas tout faire. Donc, il faut aussi qu'on se prenne en main et qu'on ose. Tout à fait. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur effectivement comment est-ce qu'on peut embarquer tout le monde dans une transformation. Il y a la question aussi sur laquelle on a pas mal échangé, je pense, en amont et qui était présente dans la présentation de Stéphanie. Il y a beaucoup d'indicateurs en fait qui jalonnent le parcours des entreprises dans leur conquête ou dans leur amélioration de la mixité. Il y a effectivement ces pourcentages de femmes dans les comités de direction, mais il y a aussi les index égalité hommes-femmes. Et du coup, je voulais, Amélie, qu'on
éventuellement entendre ton témoignage. Si à Habitat a un indicateur qui frôle les 100%, voire qui est à 100%. Qui était à 100 l'année dernière, qui est à 99 cette année. Exactement. Et bon, ce qui est tout à fait remarquable. Et donc voilà, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Et puis aussi, qu'est-ce que cet indicateur ne dit pas toujours? Alors, je pense qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui s'opère du jour au lendemain. Ça demande une forme de maturité de l'entreprise autour d'un certain nombre de dispositifs ou d'actions qui sont portés, et ça c'est tout à fait juste, qui doivent être portés par le top management, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que l'égalité, l'index égalité homme-femme n'est pas une fin en soi. Enfin, c'est pas parce qu'on a un index de 100 qu'on est arrivé au bout du chemin et qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on est absolument exemplaire, surtout loin de là. Parce qu'en fait, ce que ça regarde, c'est surtout la politique salariale, mais la politique salariale ne dit pas tout. Donc, en l'occurrence, là, chez SIA, oui, il y a eu un certain nombre d'actions, dispositifs qui ont été développés, autour notamment d'une enveloppe financière dédiée depuis 4 ou 5 ans maintenant, sur les rattrapages de salaire justement entre les femmes et les hommes. Sur la question évidemment de la promotion, on a mis en place des dispositifs de détection de potentiel, alors qui ne visent évidemment pas que les femmes, mais qui permettent, parce que quand même, moi, ce que j'ai observé, c'est que les femmes lèvent moins la main que les hommes quand il s'agit d'évoluer ou de répondre ou de candidater à des évolutions, à des promotions. Donc, ça permet d'aller aussi les chercher, de les accompagner et de les coacher dans leur parcours professionnel. On a travaillé autour, et là c'est un sujet peut-être sur lequel on reviendra, mais on en discutait tout à l'heure un peu en amont, en aparté, sur la question de la paternité, notamment sur l'abondement de jours sur le congé paternité, parce qu'on voit qu'il y a encore aujourd'hui des hommes qui quelque part, qui appréhendent un peu pendant ces jours parce qu'ils considèrent que peut-être ce sera mal vu par le manager, par le directeur. Bon. Donc nous, on incite au contraire les jeunes papas à prendre leur congé paternité et pour le coup, donc on abonde en fait ces congés-là. On travaille beaucoup aussi sur les questions de l'aidance, dans la sensibilisation de nos collaborateurs et dans la prise en compte, parce qu'en fait, on a énormément dans nos équipes de situations de salariés qui sont aidants au sein de leur famille ou au sein de leur entourage proche, et comment là aussi, dans un objectif d'améliorer l'équilibre vie pro, vie perso, et en particulier d'accompagner finalement des situations qui sont parfois un peu compliquées, comment on peut mettre en place là aussi des dispositifs qui vont tenir compte finalement de tout ça. Voilà un petit peu le type de dispositif qu'on mène. Alors, ça se pilote, c'est quelque chose qu'il faut suivre chaque année parce que c'est très volatile, l'index égalité homme-femme. Il y a 2 ans, on a baissé de plusieurs points, simplement parce qu'en fait, on a une campagne de revalorisation salariale des salaires les plus bas dans l'entreprise. Et chez nous, c'est surtout des gardiens d'immeubles qui sont essentiellement des métiers masculins. Et donc, comme cette année-là, en fait, on a revalorisé de manière plus massive, plus importante des hommes qui étaient plutôt en bas de l'échelle salariale. Et ben du coup, mécaniquement, ça a fait baisser l'index égalité homme-femme. Donc, on voit aussi les limites quand même de l'indicateur. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas prendre ça comme c'est pas une religion et c'est pas un indicateur qu'il faut prendre de manière brute. Il faut vraiment regarder ce que ça recouvre. On sait qu'il y a aussi des entreprises qui ont des stratégies pour y arriver parfois par des biais qui ne sont pas toujours tout à fait vertueux. Donc voilà, il faut faire attention. Donc, nous, on est fiers, on ne va pas le cacher, de dire qu'on a cet index qui est plutôt très, très bon. Mais encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga et on est très très loin d'avoir accompli l'ensemble des actions, des démarches qui visent en tout cas à promouvoir l'évolution des femmes notamment, mais pas que. En effet, c'est quelque chose qui reste comme une boussole plutôt que comme un objectif absolument à atteindre et qui se suffit en soi. Fanny, toi, dans les entreprises que tu accompagnes, qu'est-ce que tu observes dans le déclic qui les amène à s'engager sur le sujet ? Alors, entre 2017 et aujourd'hui, donc 2017, date à laquelle j'ai repris le cabinet, ce que j'ai constaté, c'est que il y a à peu près, depuis 2 ans, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une globalisation et plus de communication autour du leadership et de la place des femmes.
Avant, on avait plutôt une approche volontariste des entreprises qui était d'accompagner certaines femmes dites à potentiel dans le cadre du plan de développement de compétences, et c'était plutôt au sein de la direction des ressources humaines. Ce que je vois depuis, on va dire, 2021 et probablement en lien avec la loi Rixin, c'est que c'est beaucoup plus global, c'est que c'est beaucoup plus en lien avec et porté par la direction. Voilà, c'est beaucoup plus visible, mais parce que la loi Rixin demande aussi à ce que ce soit plus visible avec ces index qui sont communiqués. Et globalement, c'est vraiment l'évolution que je vois. Alors en lien probablement aussi avec la tendance du marché. Il faut travailler sa marque employeur, il faut attirer aussi les potentiels et les candidates. Mais ce que je vois aussi dans les entreprises, c'est que le constat il reste le même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même dans une entreprise où il y a beaucoup de femmes et beaucoup de collaboratrices, arriver à un certain niveau de poste, N+2, N+3, il n'y a pas de candidate. Et je pense toujours à cet échange que j'avais avec un directeur général qui me disait, au regard, donc, et je rebondis sur ce que tu dis, l'index, finalement, ça veut tout et rien dire, pas complètement, mais en tout cas, cette société qui disait, on a eu le titre de The Best Woman Workplace. Voilà. Donc, on fait plein de choses, on incite, on voudrait, on accompagne, et pour autant, à un certain niveau de poste, elles ne sont pas là et on n'a pas de candidate. Et donc, c'est important de se redire qu'il y a ce que les entreprises doivent faire et ce qu'elles font, mais il y a aussi encore des choses à faire à notre niveau. Et c'est vrai qu'en plus, il y a encore un sujet qui est aujourd'hui, on sent que ça commence un peu à titiller les hommes à juste titre en se disant, oui, mais nous, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et comment on inclut les hommes. Donc, cette évolution, je dirais, c'est plus cette notion de visibilité, de globalisation, comme si avant on pouvait ne pas trop en parler et qu'aujourd'hui on s'autorise vraiment à en parler, que c'est devenu un sujet. C'est ça que je vois, moi. Clairement assumé. Voilà. Ouais. Ok. Avec pourtant ce paradoxe de femmes qui parfois manquent dans les viviers ou en tout cas qui ne lèvent pas la main, pour reprendre l'expression qui a été employée tout à l'heure. Et en termes de, parce que dans les réflexions et les échanges qu'on a eu aussi en amont de la conférence, on se disait que je pense qu'on était assez d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de leadership au féminin. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut rebondir là-dessus, mais en tout cas, je disais que ça, on a rapidement tordu le cou à ce vieux mythe du leadership au féminin. Je ne sais pas, Amélie. Mon dispositif s'appelle leadership au féminin, mais oui, mais ouais. Mais je disais en aparté qu'en fait, parce qu'on est sur un dispositif dédié aux femmes, on est sur la notion de féminin, mais qu'on parle davantage de leadership en authenticité plus que du leadership au féminin. Voilà, il n'est pas spécifiquement féminin. Amélie, oui, alors oui, non, mais on a eu ce débat qui n'en était pas vraiment parce qu'on était relativement d'accord sur le fait que non, il n'y a pas de leadership au féminin. Il y a une éducation qui produit des effets sur, on l'a dit, sur la confiance en soi, sur tout un tas de choses dans la manière en fait de manager, notamment peut-être sur des aspects plus participatifs, un attachement peut-être plus important à l'humain, etc., dans les entreprises, mais je dirais c'est plus le produit, encore une fois, d'une éducation. Ça n'a rien à voir avec le genre et les stéréotypes qui voudraient que les femmes sont plus douces, plus bienveillantes, plus ceci, plus cela. En fait, c'est de la foutaise parce qu'en fait, il n'y a pas encore une fois, il y a autant d'hommes que de femmes qui ont des qualités de ce type et à contrario, il y a beaucoup de femmes, moi j'en ai connu beaucoup dans ma carrière, qui finalement, alors, c'est peut-être aussi un sujet de génération. Moi, je sais que la génération qui m'a précédée était quand même, pour les quelques femmes qui parvenaient justement à briser ce plafond de verre, était surtout composée de dirigeantes qui finalement reproduisaient un peu les codes de la masculinité en termes d'autorité, d'exercice finalement du pouvoir etc. Mais je pense parce qu'elles en étaient un peu, elles étaient contraintes de le faire pour pouvoir accéder justement à ce niveau de responsabilité de poste. Bon, aujourd'hui, moi je trouve que les profils de dirigeantes qui, en tout cas moi, je trouve les plus riches et les plus intéressants sont celles qui préservent en effet leur authenticité, leur individualité. Et le débat qu'on avait aussi, c'était de se dire, au-delà même
du leadership féminin, ce qui enrichit et peut-être d'ailleurs ce qui est un vrai levier de performance dans les entreprises, c'est la diversité du leadership. C'est-à-dire c'est comment, au-delà du rapport paritaire ou mixité homme-femme, c'est comment on apporte de la diversité justement avec des profils différents, des modes de fonctionnement de leadership différents et qu'on permette au sein du collectif à chacun justement de préserver cette authenticité, de ne pas rentrer dans un moule qui serait établi par l'entreprise. Et il me semble qu'en fait, c'est encore bien plus puissant en termes de concept et finalement de levier de performance que l'idée d'un leadership féminin qui, voilà, finalement, je pense, n'a pas vraiment de fondement, si ce n'est des stéréotypes, ou en tout cas des représentations mentales qui sont même contre-productives, finalement, dans une démarche de promotion et de l'évolution de carrière des femmes. Donc, oui, alors du coup, on peut se dire que le titre de la soirée est très largement connaissé par les participantes. Il y a mais en tout cas, non, il y a un enjeu évidemment de promouvoir les femmes dans leur évolution professionnelle et notamment dans l'accès à des fonctions de leader et de dirigeants des entreprises, ça c'est clair. Mais je dirais que ce qui fait sens, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment la question plus de la diversité du leadership au sein de l'entreprise. En effet, on était resté assez générique sur le titre, Women Leadership, comme ça c'était plus englobant. Fanny, qu'est-ce que tu observes toi chez les femmes que tu accompagnes? Est-ce que tu as des freins qui leur sont spécifiques? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? J'ai entendu des mots comme ne pas oser, le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève. Ce que les femmes qui intègrent le dispositif sont souvent en manque de confiance. Voilà, elles n'ont pas suffisamment confiance en elles. Elles ont peur d'oser, elles ont peur de blesser en prenant toute une place qu'elles ne s'autorisent pas à prendre en ayant l'impression qu'on ne les autorise pas non plus. Elles ont peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, ça c'est souvent des choses perçues. Autrement dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'auto-sabote et c'est nous-mêmes en fait qui nous mettons beaucoup de freins et c'est en ça où le dispositif que moi je développe permet en fait, c'est de mieux se connaître, prendre confiance en soi pour justement oser. Voilà. Et donc le syndrome de l'imposteur. Le rencontre. Ouais, évidemment. C'est pas clair. Si je peux me permettre, le syndrome de l'imposteur, il est effectivement présent, mais je pense que, mais encore une fois, c'est vraiment le produit d'une éducation et enfin, ce manque de confiance en soi, il n'est pas inné, hein, il n'est pas genré, il est vraiment encore une fois le produit de cette voilà, des représentations mentales que la société, que l'école, etc. fabrique. Mais moi, je lisais une interview de Christine Lagarde, bon, qui est quand même pas n'importe quelle femme. Mais tu l'as vu, cette interview qui disait qu'en fait, un jour, en discutant avec Angela Merkel, elle s'était rendue compte, l'une comme l'autre, enfin, elle avait fait le constat qu'elle partageait que même à ce niveau-là de responsabilité, qu'elle préparait, qu'elle passait des nuits à préparer, à encore une fois, s'exercer, répéter, etc., étudier leur dossier. En fait. Et ça, c'est vrai que c'est le côté bon élève. Il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose qui est quand même un peu plus féminin et que oui, mais encore une fois, c'est encore le produit de quelque chose qui est fabriqué, mais qui existe à tous les niveaux. Enfin, ce ne sont pas que des femmes qui aujourd'hui ont du mal à dépasser le plafond de verre, etc. Je pense que, enfin, moi, je m'en suis rendu compte, mais combien de fois alors pas ce soir parce que j'avais pas préparé pour le coup, mais parce que je vieillis maintenant, donc je suis un peu plus libérée. Mais combien de fois je me suis rendu compte que j'avais préparé des interventions, des trucs et des machins ou des réunions, mais que les mecs à côté de moi, ils étaient venus en freestyle tranquille, hein, et puis ils étaient assez sûrs que ça allait bien se passer en fait. Alors moi j'étais complètement stressée à l'idée que voilà. Donc oui, non mais ça c'est vraiment quelque chose de sûr. Moi je voudrais dire que pour le coup, j'ai jamais été candidate pour être directrice générale et heureusement qu'à un moment donné, j'ai un président qui m'a dit bah écoute, on a pensé à toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que en fait, je n'aurais pas candidaté. Donc quand moi en tout cas à titre perso, c'est une réalité dans mon parcours, c'est que si à un moment donné on n'était pas venu me chercher en me disant mais si
j'étais capable de, enfin, je n'y allais pas spontanément. Mais tu as osé. Hein? Mais tu as osé. Oui, bah alors pour le coup, quand on me l'a proposé, je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qu'ils me font? Et en fait, je me suis dit, mais tu peux pas depuis 20 ans militer finalement pour quelque chose qui vise à favoriser, enfin un peu féministe quand même dans l'âme, et en même temps, au moment où on te propose un truc, faire demi-tour et dire non, 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 je vais pas y arriver. Non, c'était pas possible. Donc oui, j'ai accepté, mais j'avais pas le choix. De toute façon, sinon, j'étais plus cohérente du tout avec, et j'ai pu aligner avec moi-même. Mais c'est vrai que j'y serais pas allée, je n'y serais réellement. Hein, c'est pas, je dis pas ça pour, mais j'y serais pas allée spontanément. Comme quoi, c'est un vrai sujet. Et pourtant, je suis pas quelqu'un d'introvertie, voilà, je suis pas celle qui manque le plus de confiance en elle, je pense. Je suis pas en excès, mais voilà. Mais en même temps, j'y serais pas allée. Donc ça montre bien qu'en effet, il y a un sujet de cet ordre-là. Et juste, on parlait tout à l'heure. Vous voyez Claire qui réagissait aussi tout à l'heure au syndrome. L'équilibre vie pro, vie perso, il y a beaucoup de femmes qui, en tout cas que moi j'entends, qui sont dans la culpabilité aussi de prendre du temps pour elles et qui sont toujours à se dire je peux pas. Et donc c'est vraiment beaucoup d'injonctions en fait. Donc c'est aussi, en tout cas à travers le dispositif, revenir à soi. Voilà, mieux se connaître, identifier ce qui est important pour moi, identifier ce dont j'ai aussi envie en fait, et se dire que, je caricature un peu, mais presque pas, que la vie c'est le travail, rentrer, faire tourner la maison, les enfants, voilà, et de pas avoir de temps pour soi, alors qu'en fait, l'épanouissement et le fait de pouvoir évoluer et prendre sa place, ça passe aussi par ça. Et souvent, on en est là. On en est encore là. Travailler vraiment sur des représentations qui sont très, très ancrées. Très ancrées. Claire, je te voyais bouillir. Oui, non, mais je rejoins ce que dit Fanny, c'est qu'il y a l'opportunité aussi et le regard que dans un certain nombre d'entreprises, les personnes vont venir te chercher. Et c'est avoir cette capacité à aussi être à l'écoute. C'est effectivement, tu te poses peut-être plus de questions et tu réponds pas oui tout de suite. Mais il y a cette capacité à se dire, alors moi je fonctionne plutôt dans qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire et qu'est-ce que je ne ferai pas, qu'est-ce que je n'accepterai pas de faire et essayer de le faire savoir. On a vraiment un enjeu de faire connaître à notre environnement, aux gens avec lesquels on travaille, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ok, mais qu'est-ce que j'ai aussi pas envie de faire et ne pas rester juste dans son cocon. Et puis en tant que manager aujourd'hui, c'est aussi d'avoir cette capacité à aller pousser et accompagner les collaborateurs. C'est-à-dire que si on arrivait aussi, enfin, en tout cas moi si je suis là, c'est aussi parce que j'ai eu du management bienveillant, parce que j'ai des gens qui sont venus me chercher, des gens qui m'ont fait confiance. Et du coup, je pense qu'il y a un rôle aussi à renvoyer dans les équipes avec lesquelles on travaille. Et tu en parlais, hein, moi j'ai bougé tous les 4 ans en France, donc ça veut dire que c'est aussi des projets de vie, de familial. Après on peut, voilà, si on a une famille, il faut que ce soit des projets conjoints. On peut pas décider tout, on décide pas tout seul. Après ça c'est chacun le fait, mais en tout cas moi j'ai aussi besoin de l'appui de mon conjoint, de ma famille pour pouvoir avancer et faire ce choix et puis de se dire ok, si on est venu me chercher, c'est qu'il y a des gens qui me font confiance et que soit c'est des malveillants mais qui disent que voilà, on va la mettre là comme ça, elle va bien se planter et puis c'est bon, mais c'est en général pas le cas. C'est voilà, c'est ça, mais c'est pas le cas et c'est oser. Après, il y a encore plein de barrières à faire sauter pour continuer à avancer. Mais oui, il faut oser se faire confiance et puis travailler aussi beaucoup, en tout cas son réseau en interne, parce qu'on a besoin du mur de rebond des uns et des autres et aussi la place des hommes, même si il faut continuer à la travailler, leur laisser de la place et avoir une entreprise que féminine. Hein, j'ai toujours été dire, mais travailler que avec des femmes, c'est compliqué parfois, c'est pas simple. Travailler que avec des hommes, c'est pas forcément simple non plus. Donc la mixité, c'est ce que tu dis, hein, c'est ce qu'il y a de plus riche. Mais aujourd'hui, je trouve que le regard des hommes, en tout cas dans une certaine génération, commence à changer parce que leurs filles arrivent sur le marché du travail.
Et je suis très voilà, marquée par le fait que quand les filles reviennent voir leurs parents et leur disent tu sais papa c'est un peu compliqué alors dans certains nombres, du coup ça re-questionne un certain nombre d'hommes, je vois autour de moi qui se disent est-ce que moi je reproduis ces comportements? Est-ce qu'il faut que je bouge? Et du coup, je trouve que ça ouvre le dialogue et il y a peut-être des sujets qui vont bouger un peu. Après, il y en a qui sont très accrochés à leur pouvoir et à leur image, mais je trouve que ça peut aussi monter des jeunes générations qui vont pousser et qui vont peut-être attirer un peu plus. Je ne sais pas si tu le ressens dans les études, mais en tout cas, voilà, je trouve que ces réflexions s'ouvrent aussi aujourd'hui par rapport à ça, et je trouve que c'est intéressant d'oser partager les difficultés que, quel que soit notre âge, on rencontre dans les entreprises pour faire bouger un peu dans tous les côtés. Mais est-ce que, pour rebondir sur ce que tu dis sur les hommes, les générations qui bougent et en même temps les plus jeunes quand même, enfin, ce que tu évoquais Stéphanie, où parfois ils ont une certaine frustration d'opportunités qui ne s'offrent pas à eux, je ne sais pas les unes et les autres. Est-ce que vous constatez ça? Est-ce que vous sentez une évolution des hommes que vous managez? Moi, je pense que l'évolution, elle soutient vraiment le fait qu'aujourd'hui, l'équilibre vie pro-vie perso est devenu quand même un élément qui est beaucoup plus important pour les jeunes générations que ça n'était le cas, et notamment pour les hommes des générations précédentes, et que ça va clairement dans le sens finalement de retrouver une vraie égalité ou une vraie équité de traitement finalement dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui les jeunes ont plus forcément envie. Moi j'ai connu l'époque où il n'y a pas si longtemps que ça encore, mais où certains directeurs, même pas que des directeurs d'ailleurs, restaient jusque 20h parce que quand ils rentraient chez eux, moi j'ai entendu la semaine dernière un dirigeant chez mon actionnaire, dont je ne citerai pas le nom, me dire non mais moi de toute façon moi je rentre pas, non mais moi après 20h parce que alors moi faire la bouffe et mettre les gosses au lit etc, non mais c'est bon, non donc ça existe encore mais moins qu'avant quand même, et en tout cas je pense que chez les jeunes générations c'est vraiment plus ça qui fait rêver en fait les garçons qui arrivent demain dans les entreprises, et que pour moi ça va vraiment dans le sens de retrouver justement une vraie égalité dans l'entreprise, parce que pour le coup, alors toi, tu parles de mobilité finalement que tu as choisi, en tout cas que tu as bien vécu, que tu as accepté, et parce qu'aussi ton conjoint travaille dans l'entreprise, qui finalement a été plutôt. Ça a aidé puisque bien vécu, c'est bien vécu. Et à chacun à faire son parcours professionnel. Mais souvent, cette mobilité, elle est subie quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est vrai d'ailleurs dans le secteur bancaire, où finalement l'évolution professionnelle, elle doit passer obligatoirement par une mobilité géographique. Et ça, c'est un vrai frein. Enfin, en tout cas, ça a souvent été un frein quand même pour l'évolution professionnelle des femmes, parce que justement l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, en tout cas peut-être de moins en moins, mais était quand même quelque chose de très prégnant, je pense, chez les femmes, ne serait-ce que parce qu'il y a les questions de la maternité, et que ça a pu effectivement représenter un vrai frein à l'évolution professionnelle des femmes. Donc tant mieux si ça évolue. Moi, je trouve que les jeunes générations évoluent, en tout cas en matière de vision et d'appréhension de la question de l'équilibre vie pro, vie perso, et ça, c'est, j'ai envie de dire, très bien. La notion des horaires extensifs de travail, par exemple, enfin, la représentation qu'on a du dirigeant, du cadre sup, qui doit forcément passer ses soirées dans l'entreprise parce que sinon il est considéré comme étant pas à la hauteur de ses responsabilités. Enfin, tout ça, c'est quand même en train d'évoluer, heureusement, parce qu'encore une fois, si c'est pour boire l'apéro entre 18 et 20, excusez-moi, mais l'efficacité n'est pas forcément au rendez-vous, en tout cas. Donc voilà, ça sont quand même des sujets qui évoluent. Moi, je trouve que ça va quand même très nettement dans le bon sens. Et oui, je pense que la génération YZ, les générations YZ poussent quand même vers ce type de considération un peu plus équilibrée. Et en même temps, j'ai envie de dire, comme nous, les femmes, on évolue, on fait bouger les choses, évidemment. Moi, ce que je constate, oui, ça évolue, mais moi, j'entends quand même beaucoup d'hommes aujourd'hui qui me disent, on ne sait plus trop comment faire, et on sait pas, on n'a plus les codes, en fait. Donc, le sujet sur lequel Stéphanie évoquait, voilà, il ne faudrait pas arriver à quelque chose qui est de l'ordre de vraiment l'opposition. En tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça reste pour moi une réalité. Je suis pas pessimiste,
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais je pense qu'en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire, y compris accompagner et mieux inclure encore les hommes. Parce que moi, c'est ce que j'entends aujourd'hui beaucoup, mais en me disant, mais comment on inclut les hommes? Comment on fait en fait pour pas arriver à cette opposition qui est vraiment pas l'objectif de départ, quoi. Mais là-dessus, je pense qu'on parle de modèles féminins dans l'entreprise qui sont inspirants, mais il y a des modèles masculins aussi. Je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai recruté un cadre dirigeant il y a 2 ans qui, à l'entretien, m'a clairement évoqué sa situation familiale en me disant, voilà, enfin moi, j'ai 3 enfants, comment tu vois, enfin voilà. J'étais surprise et en même temps, j'ai trouvé ça super qu'un homme de 40 ans qui postule, qui candidate pour un poste de cadre dirigeant, mette. Alors évidemment, il n'a pas mis ça. Enfin, c'était pas le premier sujet qu'il a évoqué lors de l'entretien. Sinon là, ça aurait pu être quand même un peu problématique. Mais c'est venu à un moment donné, enfin un moment où c'était en tout cas pertinent de l'évoquer. Et du coup, enfin en tout cas, alors nous on a un comité de direction générale, où on est 3 femmes, 2 hommes. Je peux vous dire que les 2 hommes qui ont 40-45 ans sont de vrais modèles pour le coup, parce que en termes de parentalité, d'équilibre vie pro, vie perso, etc. Et ça, je pense que c'est déterminant, parce que quelque part, c'est ça qui donne l'exemple quand même un peu. Si vous voyez votre manager, votre directeur qui de toute façon n'a pas envie de rentrer chez lui parce que justement ça l'emmerde d'aller coucher et donner à manger aux enfants, bah, vous dites que vous, vous êtes un peu moins à l'aise dans le fait d'avoir ce type de comportement. Donc, je pense que les modèles, alors c'est pas l'exemplarité parce que c'est pas ça l'idée, mais en tout cas d'avoir des modèles d'hommes dans l'entreprise qui ont des responsabilités et qui en même temps ont des comportements qui sont de nature à, en tout cas, décomplexer complètement l'idée qu'on peut être un père de famille, on peut être un dirigeant, on peut être tout ça en même temps aussi, comme pour une femme. Mais ça vaut aussi pour les femmes, hein, quand tu as dans ce que tu disais tout à l'heure, hein, la parentalité, et accepter que dans son équipe, on ait des jeunes hommes qui prennent leur congé paternité, etc. Si tu as des femmes qui, du coup, aussi sont dans l'excès inverse. Et ça fait partie, en tout cas, du management, d'accepter toute cette diversité et d'être compréhensif. C'est peut-être dans le woman leadership, cette partie-là d'ouverture et d'acceptation. Le télétravail aussi est un point important qui va, je pense, aussi faire bouger les cadres, parce que ça laisse plus de liberté, un peu plus de place aussi à l'organisation personnelle et un peu plus de souplesse. Néanmoins, on a toujours ce sujet de la rémunération voilà, d'avoir cet équilibre à Je métier. te remercie de l'aborder. Voilà, de la rémunération à métier équivalent, il y a toujours des inégalités et aussi dans un couple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que si tu avances, c'est très bien, mais est-ce que tu vas avancer avec un salaire qui va compenser? Si nous, on ne peut pas avancer à 2 en même temps dans un couple, est-ce qu'on ne va pas perdre en termes de pouvoir d'achat? Est-ce que j'accepte? Et donc, même si les entreprises, en tout cas comme Société Générale, on travaille sur la parentalité, on travaille sur l'égalité homme-femme, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'écarts, et ce sujet de la rémunération. Et peut-être que nous aussi, femmes, on n'ose pas aller demander et assumer de la rémunération. Hein. Je ne sais pas c'est sûrement, voilà. Merci Fanny. Et donc c'est aussi ce sujet d'assumer qu'un travail, la reconnaissance, elle n'est pas juste par des mots, mais elle est aussi par les salaires. Et qu'il n'y a pas de raison, indépendamment des congés maternité. J'ai pas eu d'enfant, donc je sais de quoi je parle. Indépendamment des congés maternité ou pas, je suis quand même décalée par rapport aux hommes qui exercent les mêmes fonctions. Et je peux pas dire que c'est la maternité qui m'a impactée. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des sujets à un moment ou à un autre. Dès le départ, on a des plafonds qui sont pas les mêmes. Peut-être parce qu'on n'ose pas régulièrement demander. Ce que tu disais tout à l'heure, un homme lève peut-être plus la main pour des postes, mais aussi en termes de rémunération, il faut qu'on travaille aussi, en tout cas, beaucoup ce sujet d'être promoteur et de faire ces demandes et des demandes justifiées. Et je le vois dans mon équipe, dans les jeunes femmes, il y en a qui assument de plus en plus dans les entretiens annuels d'évaluation de faire cette demande, de me dire, écoute Claire, non, moi aujourd'hui je suis pas satisfaite de mon salaire. Et en contrepartie, pas oublier les hommes, parce que dans les enveloppes de rémunération d'égalité hommes-femmes, on a aussi des hommes en fonction des métiers qu'ils ont exercés qui sont complètement décalés aussi. Donc il faut éviter ce clivage, et c'est pas forcément simple, moi je trouve, à gérer ce clivage. On peut être taxé de féministe certaines fois. Par exemple, la Société Générale avait une association qui s'appelait Féminin by SG, on l'a rebaptisée
pour l'appeler Mix and Win, parce que les hommes, ne venaient pas alors au départ, c'était vraiment pour aider à la montée en compétences, à accompagner les collaboratrices, mais il y a un moment, on s'est dit, on a besoin du regard des hommes. Si on veut travailler, il faut qu'on s'ouvre aux hommes. Donc maintenant, ça s'appelle Mix and Win. C'est très féminin et on a des ateliers très féminins, mais et on fait partie du programme de l'association financière. Mais on a besoin aussi de s'ouvrir dans ces associations, dans ces programmes de promotion aussi aux hommes, même s'ils ne sont pas toujours présents. Je pense, Stéphanie, je pense que tu voulais dire un mot, oui, sur le programme. Les filles demandent moins. Alors, elles sont dans des métiers moins rémunérateurs. Objectif. J'ai l'impression que nous avons des questions dans la salle. Est-ce qu'on pourrait pas ou des réactions? Ça peut être le moment. De la parentalité, c'est pas un mythe quand même. Ça accélère parce que le 5% de départ, après on passe à 20%. Ouais. Alors que les entreprises sont censées avoir les mêmes grilles. Je sais pas, non. À la fin, ça se prend intéressant d'avoir ton témoignage parce que Pascal travaille beaucoup sur tout ce qui est question de parentalité. Donc, à la fin de la table ronde, Pascal, je te rends le micro avec plaisir. Non, mais j'ai l'impression que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça renvoie aussi à la lutte contre les comportements sexistes dans l'entreprise. Parce qu'au-delà même, voilà, il y a vraiment la question, encore une fois, du regard qu'on porte et des comportements qui peuvent être sexistes, qui d'ailleurs parfois sont des comportements sexistes qui pensent être bienveillants et qui ne le sont pas. Moi, j'ai eu une jeune femme dans mes équipes qui est cadre. À qui son manager avait dit non, mais écoute, on va pas te muter là-bas parce que tu comprends, t'habites là, donc tu as un enfant en bas âge. Et elle a dit, mais moi, mais niette, je suis comme vous, je vais gérer, je vais me démerder, mais non, je veux pas être considérée différemment. Il y a aussi des jeunes femmes aujourd'hui qui réagissent vivement à ce genre de comportement, mais je pense que, en tout cas, la lutte contre les comportements sexistes d'entreprise, c'est aussi la base de la construction d'un fonctionnement du corps social qui soit sain et vertueux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Et tu as raison de souligner. Qu'un responsable RH qui fait une proposition de salaire inférieure à une candidate parce qu'elle est une femme, on est complètement dans un comportement sexiste qui est absolument inadmissible. C'est pas tolérable. Oui. Avant de passer la parole à la salle, je voulais m'assurer, Claire, j'avais l'impression que tu voulais intervenir tout à l'heure. Ou c'était... Je pense que le moment est venu. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a des choses qui émergent là. Donc, je me dis que ça sera l'occasion de toute façon de prolonger et de faire circuler un petit peu la parole. Merci Sophie, merci à vous toi. Allez, Pascal, tu peux introduire le débat et puis on poursuit. Oui, c'est ça.
Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Pascal Van Horn, promo, je sais pas, faut que je regarde, 2004. Et je suis papa de jumeaux, Zoé et Hugo, qui ont 7 ans, une fille et un garçon, donc hyper intéressant quand on parle de ce sujet d'être parent de jumeaux, effectivement. Et effectivement, moi, j'ai changé de vie quelques mois avant la naissance de mes enfants et je suis aujourd'hui expert un petit peu de ces sujets. Je suis notamment conférencier sur les sujets de paternité, parentalité en entreprise, équilibre de vie, santé mentale des hommes, égalité femmes-hommes finalement, facilitateur de la fresque de l'équité, qui est un super outil justement pour sensibiliser. Et du coup, j'ai évidemment plein de choses à dire, me dire merci, c'était super intéressant, mais je vais essayer d'être rapide pour pas monopoliser la parole, parce que le problème des hommes, c'est qu'ils prennent bien plus la parole que les femmes. Donc j'ai essayé de ne pas incarner ce que je critique. Oui, alors effectivement, Stéphanie, vous disiez sur les jeunes, il y a le rapport de la haute égalité qui sort tous les ans en janvier. Et effectivement, là, celui de 2024 est désastreux. Pour 25% des 18-25 ans, c'est normal de mettre une claque à sa femme, compagne, quand on n'est pas d'accord. C'est normal de gagner plus. C'est normal qu'elle arrête de travailler quand il y a la naissance du premier enfant. Une autre étude qui est hyper intéressante qui montre que quand on demande à une petite fille de 6 ans si elle s'estime plus ou moins intelligente, la majorité qu'un garçon, la majorité s'estime moins intelligente. Donc ça montre comment les stéréotypes de genre sont ancrés très rapidement. Et en même temps, on sait aussi, les études le montrent, que les maîtres ou les maîtresses, mais il y a plus de maîtresses, donnent plus la parole aux petits garçons dès l'école primaire. Donc finalement, ça se construit effectivement dès le plus jeune âge. Je vous rejoins tellement que ça change beaucoup quand même dans les générations, au-delà des chiffres réels, mais ça change quand même. Moi, je voudrais vous citer, et je pense que j'ai griffonné j'ai essayé d'esquisser quelques solutions peut-être pour essayer de faire bouger les choses en complément de tout ce que vous avez partagé, mais je crois beaucoup à la notion de rôle modèle, effectivement, des hommes, et j'avais envie de vous raconter, par exemple, l'histoire de Pierre-Édouard Battard, qui est le PDG du Crédit Mutuel, ancien PDG du Crédit Mutuel, et il est marié avec sa compagne qui est très engagée sur ces sujets, et du coup, il y a grand débat sur est-ce qu'on enfant ou pas enfant, et finalement, oui, ça acte avec un vrai contrat entre eux sur le sujet, et notamment, il prend un congé paternité de 3 mois, et 2 jours par semaine, il s'engage à partir à 17h pour aller récupérer leur fille à l'école, enfin à la crèche. Je l'ai réinterrogé un an après, parce qu'au-delà de son histoire, ce qui est intéressant, c'est quelles sont les conséquences au niveau de l'équipe. Et ça avait complètement bougé les lignes. Ça avait autorisé, ça avait libéré les choses. Donc ça, je pense que c'est un autre sujet. Il y a un autre sujet quand même aussi sur effectivement la nouvelle génération. Vous en parlez, c'est le sujet de la marque employeur et de l'attractivité des talents. Et aujourd'hui, ces sujets-là, pour certains hommes, sont un sujet. Je suis intervenu à la mairie d'Antony. Il cherchait un directeur de l'urbanisme. Il galère. Il trouve enfin la perle rare. Il est déjà papa d'un premier enfant. Il va être papa d'un deuxième enfant. Il demande s'il existe des aménagements sur le sujet, télétravail, place en crèche, etc. Non, parce que la mairie d'Antony est complètement out sur le sujet. Il décide de refuser le poste pour aller prendre un poste avec une REM inférieure de 20%, mais avec des conditions facilitatrices pour sa paternité. Donc ça dit quand même des choses. Ce ne sont que 2 exemples, et je ne dis pas que c'est une généralité, mais ça dit quand même des choses. Donc voilà, une des premières esquisses de solution, je pense qu'effectivement la valorisation des hommes pour rôle modèle. La deuxième, le deuxième esquisse, c'est, je crois beaucoup quand même à la sensibilisation. Il y a effectivement les index, tout ça, mais la sensibilisation. Et en fait, moi, ce que j'observe parfois, c'est qu'il y a des hommes qui ne sont pas forcément malveillants, mais qui sont plus en méconnaissance du sujet. Il y a, par exemple, sur le sujet de la PMA qui touche de plus en plus de femmes, il y a plein d'hommes, quand ils ne sont pas concernés au sein de leur couple ou dans leur environnement, mais juste en fait, ils ne connaissent pas le sujet et donc ils ne savent pas, ils n'appréhendent pas les conséquences de tout ça. Et en fait, et donc du coup, pour les femmes. Et donc il y a vraiment, je pense, un sujet de sensibilisation si on veut aussi faire bouger les choses sur le sujet. Et le troisième point, pardon, et après, promis, j'arrête. C'est aussi dans les esquisses de solutions, c'est aussi peut-être de parler le même langage des hommes aujourd'hui en entreprise qui sont surinvestis dans le monde professionnel quand même, on le sait. Et donc du coup, moi c'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois, c'est finalement leur parler des soft skills, les fameux soft skills, et leur dire que finalement être engagé dans la paternité, ça va leur permettre de développer tout un tas de soft skills qui sont utiles dans leur job. Et en fait, du coup, ils font le lien et du coup, ça fait bouger un petit peu les lignes et leur compréhension du sujet. Voilà quelques éléments à vous partager. Souhaiter avoir la contribution d'un homme, donc merci.
C'est pour ça que tu es au premier rang, Pascal. C'était. Merci. D'autres réactions? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Désolée pour mon accent. Bon, je travaille ici à Schema dans le département talent en carrière et je fais d'accompagnement comme Fanny, mais peut-être dans une génération plus jeune. Et on fait des accompagnements pour les projets professionnels, mais aussi surtout pour les niveaux M2, pour la négociation des salaires. Et j'ai aperçu que les garçons sont plus à l'aise pour négocier que les filles. Et en fait, je voudrais savoir votre opinion, comment on peut, nous, comme école, comme professionnels qui ont fait l'accompagnement à les jeunes, d'impacter pour mettre en valeur ses compétences, mettre en valeur son profil pour ce type de sujets comme la négociation salariale. Merci. Pour moi, être à l'aise pour négocier son salaire, c'est avoir confiance en soi et avoir conscience de sa valeur. Et encore une fois, je pense que le sujet, il est un peu moins évident chez les filles, chez les femmes. Enfin, là, ce que vient de dire Pascal, c'est ça? Voilà, une enfant de 6 ans qui dit et qui estime être moins intelligente qu'un garçon. 6 ans, si on est, forcément, ça reste compliqué. Donc, négocier son salaire, c'est en effet travailler sur quelle est ma valeur. Et j'ai envie de dire, ce qui est triste, c'est que dans le dispositif que j'anime aujourd'hui, on en est là aussi. C'est-à-dire que c'est des femmes qui ont... alors, la plus jeune que j'ai eue, c'est 20 ans, mais globalement, ce sont des femmes qui ont un âge assez mûr quand même, qui ont de l'expérience et qui ont encore du mal à évoquer ces sujets-là, en fait. Voilà. Et j'ai un cas en tête. Quand Céline a intégré le dispositif il y a quelque temps, elle venait d'être nommée directrice générale de sa boîte. Et elle me dit, moi, je connais le salaire de mon prédécesseur. Mais j'en suis tellement loin, je ne sais pas ce que je peux demander et est-ce que je peux demander une augmentation? Et c'est quelque chose qu'elle a cheminé en fait tout au long du dispositif. Et il s'avère que finalement, elle n'a pas eu trop à négocier puisqu'en fait, son patron était dans une démarche très bienveillante et reconnaissante. Mais elle venait d'être nommée et elle ne savait pas comment faire. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais c'est à nouveau revenir à quelle est ma valeur, quelle est la confiance que je m'accorde et comment je viens me vendre et vendre ce que je représente en fait. Tout à fait. Rosalie a une ressource à partager. Non, c'est un sujet qui me parle. J'ai fait partie il y a quelque temps d'un cercle qui s'appelle Linine, qui justement est un cercle d'empowerment féminin. Et on parlait notamment de INSAF El Hassani, je ne sais pas si vous connaissez, qui justement a développé une stratégie pour savoir travailler sa valeur et la valoriser pour aller négocier sa rémunération. Donc, elle a développé une méthode, une approche, et elle accompagne 1 million de femmes en fait sur ces sujets en fait de négociation, de valorisation de ses compétences, de son parcours, pour être en posture en fait quelque part de force dans ces négociations et ce positionnement de femmes au sein des entreprises. Le podcast, c'est Ma Juste Valeur. Et donc, elle a un site internet, elle a développé vraiment toute une méthode, une approche et un accompagnement pour les femmes. Merci Rosalie. J'en profite pendant que j'ai le micro, puisque je voulais aussi réagir avec vous.
Alors déjà, merci pour vos témoignages, vos retours d'expérience. Il y a pas mal de sujets effectivement qui font écho. Je pensais notamment justement au rôle des hommes finalement dans notre environnement, dans notre évolution professionnelle, parce que oui, ils peuvent être des freins. Mais moi, j'ai aussi rencontré pas mal de femmes finalement, et ça faisait écho à ce que tu disais finalement, Amélie, qui peuvent avoir ce côté un peu à l'ancienne de j'ai réussi à gravir les échelons. Par voilà, beaucoup de manœuvres, avec beaucoup d'obstacles au fil de mon parcours. Et donc, je ne serai pas une aide pour vous, mais je te vois, donc toi, autre femme qui a du potentiel, plutôt comme une concurrente. Et donc ça se ressent dans les approches. Il y a une crainte finalement de attention, il y a d'autres personnes comme moi, peut-être plus jeunes aussi, qui ont du potentiel, et donc je vais les éloigner parce que finalement, il n'y a pas cette sororité à laquelle on peut parfois s'attendre ou qu'on aimerait avoir, mais plutôt cette défiance même au sein du corps féminin. Et donc c'est là où les hommes, effectivement, ont aussi un rôle à jouer. Et tu parlais aussi tout à l'heure de sensibilisation, je pense que c'est hyper important. Et quelque part, les dirigeantes qui arrivent à ce niveau de responsabilité au sein des entreprises ont aussi un rôle d'incarner une nouvelle vision, une nouvelle posture, en fait. Donc c'est plutôt un commentaire, une réaction à ce que vous disiez, mais effectivement... Oui, alors je pense que quand il y a un enjeu de potentiellement de concurrence au sein de la même entreprise, je pense que tu as raison, on peut observer ce type de comportement. Après, moi, j'ai plutôt observé, mais alors, du coup, dans un environnement plus large, qui était dans lequel il n'y avait pas d'enjeu de concurrence, moi, j'ai vraiment trouvé de la sororité, en fait, près de femmes, souvent d'une génération précédant la mienne, et qui, justement, avaient... Je pense, on avait un peu bavé pour en arriver au poste qu'elles avaient, et étaient vraiment dans des attitudes extrêmement bienveillantes et un peu protectrices, justement, parce que dans un univers quand même très, très masculin. Alors pour le coup, la sororité, moi en tout cas, à titre perso, c'est vraiment quelque chose que j'ai éprouvé très concrètement dans mon parcours. Mais en revanche, dans des relations qui n'étaient absolument pas, dans lesquelles il n'y avait aucun enjeu éventuellement de concurrence au sein de la même entreprise. Après, les femmes peuvent être effectivement des pestes, et ça, je sais qu'on y est aussi plein, hein, ça c'est clair. Mais comme les hommes. Hein. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais souvent, quand même, il y a des choses. Enfin, moi, je trouve que là où il y a quand même, on a une réalité, c'est qu'on est quand même beaucoup plus observé, beaucoup plus dans le détail, dans nos attitudes, notre apparence, nos comportements, etc. Ça, c'est sûr. Déjà parce qu'on est moins nombreuses et que, par définition, mécaniquement, ça se produit plus. Mais vraiment, je trouve qu'on est quand même analysé dans les moindres détails et pas toujours, effectivement, pas toujours avec de la bienveillance, que ce soit de la part des hommes ou des femmes d'ailleurs. Mais du coup, il y a plein de choses qui apparaissent. Par exemple, une femme qui va être un peu ferme ou un peu, à un moment donné, autoritaire, mais l'autorité peut être parfois aussi positive, hein, va être très vite cataloguée comme un peu agressive, un peu hystérique, un peu machin, etc. Alors qu'un homme qui affirme son autorité avec, je dirais, beaucoup de fermeté, ça renverra jamais en fait les mêmes qualificatifs chez un homme. Donc ça, c'est encore vraiment des représentations sur lesquelles il faut travailler. Une femme peut aussi avoir de la fermeté, peut avoir de l'autorité, peut aussi à certains moments, dans des situations de gestion, de crise, de ce qu'on veut, etc. Et ce sont même des qualités absolument indispensables. Mais ça, c'est encore perçu comme là, non mais celle-là, oh là là, dis donc, aujourd'hui elle n'est pas bien lunée, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, c'est vraiment des réalités qu'on observe encore aujourd'hui. Et qui, à mon avis, concourt à cette forme d'inégalité qui est encore quand même présente dans les organisations. Peut-être un autre commentaire et après je passerai le micro aussi. Oui, moi je veux bien prendre la parole, prendre le risque d'être le deuxième homme à prendre la parole ce soir. Donc je me présente, je m'appelle Dominique Richet. Oui. Ah pardon. Je voulais juste terminer sur un autre sujet. On parlait du syndrome de l'imposteur en fait tout à l'heure. Qui est effectivement très réaliste dans le cas des femmes qui prennent un certain niveau de responsabilité en entreprise. Ce que je trouve dommage, justement, c'est le sachant
que les entreprises parfois, et ça peut faire partie des plans d'action justement, ne mettent pas en œuvre des formations d'accompagnement justement sur des prises de poste à responsabilité, sur des nouvelles managers. Comment elles arrivent, elles, à incarner, à trouver la bonne posture en fait sur ce type de poste, parce que effectivement cette notion de confiance en soi quand on anime des équipes, des directions, qu'on est face à des directeurs plutôt masculins, comment on arrive nous à trouver le juste équilibre en fait quelque part pour accompagner et pour incarner aussi cette nouvelle vision de la femme au sein des entreprises. Je me permets de prendre donc la parole. Moi, je voudrais livrer mon témoignage. Je m'appelle Dominique Richet, je suis la promotion 82, je pense la plus ancienne dans cette salle. Et donc, j'ai la chance, pour la fin de ma carrière, d'être professeur de management et de négociation dans des business schools et des écoles d'ingénieurs. Et aussi, parfois, j'aborde la question de la recherche du premier emploi. Et donc, c'est très curieux parce que quand je pose la question dans le cadre de cette formation sur la recherche du premier emploi, aux étudiants et aux étudiantes de savoir qu'est-ce qu'ils vont demander comme premier salaire, je trouve qu'il y a toujours un écart entre ce que demandent les garçons et ce que osent demander les femmes. Et donc, je pense que déjà, une partie de la réalité est celle-là. Je pense qu'il faut inciter les jeunes femmes à réfléchir à la question et à se positionner correctement sur le marché du travail par rapport à cette notion de salaire, où les garçons peut-être sont un peu plus confiants en eux. On parlait tout à l'heure d'oser mettre en relation avec la confiance. Et je pense que parfois, les jeunes femmes osent moins. Et à contrario, dans les cours de négociation, j'en ai encore animé une mise en situation ce lundi. Je trouve que les jeunes femmes négocient très très bien. Elles négocient très bien, mais par contre, elles ont très peur de mal négocier et elles viennent me voir en disant « mais est-ce que je vais finir dernière, je suis catastrophée ». Et donc, mais pas du tout. On peut très bien louper une négociation et ça touche à la confiance en soi. Et je pense que en tant que parent et aussi grand-père aussi, depuis un certain temps, je m'intéresse à la question de l'éducation et je prends en charge mon petit-fils tous les mercredis. Et je vois donc des papas, des mamans, et déjà tout est genré. Il y a des poussettes chez les jeunes filles, tout est en rose, les vélos sont roses, les vélos des garçons sont bleus, c'est horrible. Donc moi personnellement, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je fais très attention à essayer de ne pas inscrire mon petit-fils dans cette notion de genre. Et je pense que mes enfants font pareil. Mais je pense que déjà là, on a une grosse responsabilité parentale par rapport à ça. Et finalement, c'est là où on trouve des questions de manque de confiance à l'adolescence et à la jeune adulte. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit parce que moi, j'ai vécu en tant que jeune adulte quand je suis sorti de cette école. Ou moi, quand je suis sorti de cette école, j'avais envie d'être calife à la place du calife directement. Et je pense que les jeunes femmes n'ont pas cette émotion, cette envie de prendre des responsabilités, de grandir très vite dans les échelons hiérarchiques des entreprises. Et je pense que ça, c'est tout à fait dommage. Et je pense que la politique d'une entreprise par rapport à ça doit être d'aller systématiquement chercher les femmes pour leur proposer des postes alors qu'elles n'osent pas les demander. Simplement, comme vous avez dit, d'ailleurs vous l'avez confirmé, on est venu vous chercher pour un poste de direction générale et vous ne l'avez pas demandé. Et je pense que de ce fait-là, il faut encourager le mouvement en allant chercher les femmes, en leur proposant ces postes à responsabilité qu'elles ont toutes les compétences pour prendre. Je me permets, je suis pas sûr qu'elles aient moins envie, c'est qu'elles s'autorisent moins. Je me permettais, mais il y a une étude qui est incroyable sur le sujet. Face à une offre d'emploi, une femme a besoin de correspondre. Alors, pardon si je me trompe sur les chiffres, vous me corrigez. Une femme a besoin de correspondre à 80% de l'offre d'emploi pour se dire j'y vais. 100%. Un homme à 30%, je m'en balais que j'y vais. La diff, elle est là. C'est pas tant d'envie. C'est lié aux stéréotypes de genre, en fait. C'est lié à toutes les croyances. Bonjour. J'ai une expérience personnelle. Justement, j'ai la chance de faire le jury pour les nouveaux entrants à la Schema. Et je me rends compte que ils doivent fournir un projet, un CV à 10 ans. Et je dirais 100% des hommes, donc c'est souvent des jeunes qui ont 19-21 ans, donc ils fournissent un CV à 29-31 ans. Tous les hommes sont mariés avec 2 enfants et les femmes sans enfants. Donc du coup, forcément, j'aime bien aller sur ce terrain-là et donc du coup, tout le temps, je privilégie ma carrière, j'ai peur que ça, voilà, parce que je dois être, voilà, c'est. Et il y a que certaines fois des jeunes femmes africaines
qui, dans leur CV, ont mis moi j'ai 2 enfants, il n'y a aucun problème, je sais tout gérer. Enfin, il y a aussi la notion de culturel, mais c'est déjà très ancré chez les petits ans, à la maternelle ou même ici pour entrer enfin, les jeunes, quoi. Merci de participer au jury concours. Hein. L'appel est lancé. Bienvenue à tous les alumni qui veulent participer en mai-juin. Je vais juste rajouter un tic de langage pour et contre les étudiants, je lutte contre ce tic de langage. C'est-à-dire quand on demande à un homme versus à une femme pourquoi il a eu sa promotion. Alors le garçon généralement dit bah c'était normal, vu mon parcours, mes compétences, c'était évident que c'est moi qui méritais. Et vous posez la même question à une jeune femme, elle dit oh, c'est incroyable, j'ai vraiment eu de la chance. Et donc là, c'est vraiment le terme à bannir, quoi. Non, c'est pas vous avez de la chance, c'est vous le méritiez parce que vous aviez le parcours pour le faire. Et en fait, juste de changer des termes en termes de position, mais faites l'exercice, à tous les coups, ça marche. C'est incroyable, mais j'ai une chance incroyable. Non, en fait. Mais c'est aussi par ce type de choses qu'il faut reformuler en disant non, non, t'as pas eu de la chance, tu as fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Une autre, oui. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis étudiante à la Schema et je suis vice-présidente de l'association qui est abordée au tout début de cette table ronde qui s'appelle E4She, c'est une association de féminisme. Le droit des femmes et plus généralement le droit des genres, c'est un combat homme-femme. Et au vu de votre expérience professionnelle assez riche, le fait que vous managez des équipes au quotidien, je me posais justement la question de comment justement aborder ce sujet et quoi mettre en place pour que les hommes reconnaissent leurs responsabilités dans cette cause justement. Dans le droit d'aider les femmes, c'est ça, d'accompagner les femmes? Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup à accompagner les femmes, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi, d'un autre côté, d'aller accompagner les hommes, que ce soit des managers, mais ce soit aussi, quel que soit le niveau, c'est-à-dire que c'est toute la partie de l'inclusion. Et l'inclusion, elle n'est pas que juste, oui, il faut aider les femmes sur les postures, sur le dialogue, sur oser, sur pas utiliser des tics et on enfin, je suis la première à dire j'ai eu la chance. Ouais, je l'ai dit. Et pourtant, j'ai fait l'année dernière, j'ai suivi un coaching et la première chose qu'on nous a dit, c'est vous n'avez pas de la chance, vous avez les compétences et vous, si vous êtes là, c'est que voilà, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, c'est pas une question de chance et du coup, il faut aussi au sein des entreprises, moi je me pose, enfin, dans ce que vous dites depuis tout à l'heure, il y a aussi tout le rôle de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la parentalité, on parle beaucoup de l'entreprise. Au sein de l'école, vous travaillez mais là on est dans un niveau déjà assez élevé. C'est qu'est-ce que fait l'éducation nationale aujourd'hui pour travailler ces sujets-là. Alors il y a des écoles qui essayent de pas être genrées, de mettre tous les jouets, enfin voilà, dès la maternelle et pas les poupées, des machins, les trucs. Mais c'est d'arriver à les embarquer. Et c'est compliqué. Hein. Je vous parlais de l'association féminin by SG. Où on avait des adhérentes et puis on avait aussi des invités, on avait essayé d'ouvrir et tout de suite dès qu'on accompagne des femmes, on est stigmatisé comme étant féministe. C'est presque qu'ils vont voir le MLF là où mais c'est pas ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement, il y a des formations nécessaires pour accompagner la posture, donc c'est du comportemental ou autre, mais derrière il faut aussi sensibiliser les hommes parce que pour certains ils sont pas conscients de leur comportement. Et c'est juste et après, ils sont hyper vexés. Mais non, en fait, mais non, j'agis pas comme ça. Non, j'ai pas dit ça. C'est ce que tu disais hein, dans le sexisme. Ça partait d'un bon sentiment de dire à la jeune femme, bah non, on va pas te proposer ce poste-là parce que tu vas faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Ton petit, comment tu vas le trouver? Mais c'est pas votre problème à vous. Décidez pas à ma place. C'est à moi de prendre la décision.
Et du coup, tu as des hommes qui pensent en bien faire. Donc en fait, c'est aussi comment faire comprendre aux hommes qu'il faut aussi qu'ils évoluent leur comportement. Alors souvent, quand on nous propose une formation, on est très volontaire en tant que femme. Et on y va et on dit oui. Et enfin, moi, je vois dans toutes les formations qu'on m'a proposées, c'est toujours très intéressant. J'ai posé la question, mais du coup, comment on accompagne les hommes? Bah, des fois, on peut ouvrir des formations ou des réunions, mais les gens ne viennent pas. Parce que déjà, il faut qu'ils se remettent en cause. Est-ce que j'ai envie de me remettre en cause? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je dois changer? Et puis, alors, dans n'importe quelle entreprise, si ce n'est pas le top management qui initie ce fonctionnement-là, ça matche pas. Donc, j'ai pas la solution. Il faut qu'on en parle, c'est ce qu'on disait. Il faut sensibiliser, il faut communiquer. Pas à l'excès, parce qu'après, on est taxé de féministe. Ne pas en parler, ça va pas non plus, mais ça vaut pour toute la diversité, toute l'inclusion. Là, tu vois ce que tu dis, dans tous les genres aujourd'hui, beaucoup de sujets LGBT. Enfin, il y a beaucoup de sujets dans les entreprises qui doivent être acceptés. Tu as le sujet du handicap aussi. C'est-à-dire que très basiquement, aujourd'hui, comme on ouvre, voilà, des fois c'est un peu du greenwashing. J'ai un taux de handicap, puis j'ai les moyens de payer, mais oui, il y a des métiers qui pourront pas être accessibles aux handicapés, mais il y en a sûrement plein d'autres. C'est d'assumer d'en parler avec tes collègues déjà au quotidien, faire des conférences, oui, mais ça part pas. Après, moi, je me pose toujours la question de l'éducation nationale et comment on embarque aussi dès le plus jeune âge, parce que les stéréotypes, on voit qu'ils sont voilà, hyper ancrés encore aujourd'hui. Donc, on peut commencer à certains niveaux. J'ai pas la solution, hormis faire toutes les actions de communication qu'on fait aujourd'hui. Juste dire, après je te laisse, parce que je sais que t'as envie de parler. Non, mais juste dire que, alors l'éducation nationale, tout ça, oui, sans problème. Alors moi, je suis fille, petite fille, etc., d'enseignant, donc c'est pas moi qui vais. Donc, mais par contre, on est toutes presque, en tout cas, chaque garçon a une maman qui l'a éduqué aussi, et que c'est bien beau de tenir des discours dans l'entreprise, de ceci, cela. Parfois, en tant que mère, moi, je vois des mères qui ont des comportements avec leurs petits garçons qui sont complètement incohérents avec finalement les postures qu'elles ont en tant que femmes, en tant que salariée d'une entreprise, en tant que dirigeante, en tant que manager, etc. Donc, enfin, moi, je pense que pour le coup, on a aussi en tant que femme une responsabilité à éduquer nos enfants, nos petites filles et nos petits garçons. Alors moi personnellement, j'ai un mari qui à 30 ans a pris son mercredi pour s'occuper des enfants. Donc vous voyez, j'étais un peu en avance sur son temps. Bon, il n'a pas fait de carrière professionnelle, mais ça, il s'en foutait. Mais voilà. Enfin, donc il y a un sujet aussi de qu'est-ce qu'on renvoie comme image de la maman, du papa et de l'éducation qu'on a aussi. Enfin, je pense qu'en tant que femme, on a aussi un rôle. Quand on a quand on élève des garçons, à les éduquer aussi par rapport à ces sujets-là. Enfin, et que je vois parfois, j'observe qu'il peut y avoir des divergences finalement entre finalement ce rôle de mère qui met son fils sur un espèce de piédestal là, t'es puissant, t'es fort, t'es beau, t'es machin, et puis des femmes qui peuvent avoir des comportements, en tout cas des combats qui sont pas du tout ceux-là dans le monde de l'entreprise, quoi. Donc il faut aussi qu'on soit en tant que femme alignée et qu'en tant que mère on puisse éduquer les petits garçons autrement qu'on ne le fait encore parfois aujourd'hui. Oui, alors moi j'avais envie de vous dire parce que je suis aussi maman de 2 fils et voilà ce que je leur dis très souvent. Alors c'est un peu théorique comme réflexion, mais l'adresse de l'école c'est avenue Willy Brandt et pendant très longtemps il y a eu à l'entrée de la rue une, je ne sais pas si vous vous souvenez, une grande photo où on voyait Willy Brandt et à côté c'était écrit « Celui qui fait reculer une injustice contribue à faire reculer toutes les autres ». Et ça c'est ma vision du féminisme. C'est-à-dire que, donc, et malheureusement, ce n'est pas toujours celle qui domine parfois dans les discussions qu'on peut avoir avec les jeunes hommes en particulier. Mais moi, j'en suis persuadée. C'est vraiment ce que enfin, en tout cas, moi, ce que je leur répète. Si des droits reculent pour un groupe, tôt ou tard, et c'était ce que Stéphanie évoquait aussi, ils reculeront pour les autres. Et donc, en fait, il ne s'agit pas de défendre un groupe contre un autre, c'est vraiment de faire progresser une vision de la société ou une vision de l'entreprise. Et je pense que dans les témoignages que vous avez livrés, on voyait à quel point des actions de mixité, en fait, faisaient bouger plein de lignes dont potentiellement plein de personnes profitaient aussi. Enfin, tout ce que vous avez expliqué sur la parentalité, le télétravail, une autre vision du leadership, un peu plus
d'équilibre, le droit d'être peut-être moins engagé dans sa carrière, qui peut peser aussi hein, sur certains hommes. Et alors c'est un peu théorique, mais des fois c'est un petit moyen d'embarquer ou de revenir aux fondamentaux quand on s'oppose trop. Bon, voilà, ça vaut. Et je vais juste rajouter dans ton sens, en fait, les études de Michel et d'autres études montrent par exemple que parfois l'adaptation, alors là c'est très concret, hein, l'adaptation de postes de travail traditionnellement dédiés aux hommes, mais leur adaptation pour que des femmes puissent s'exercer, par exemple dans le secteur de la construction, il y a une réflexion autour de l'utilisation des outils comme par exemple le marteau-piqueur ou le port de charges lourdes. Finalement, le fait de réfléchir à comment on peut rendre accessibles ces postes à des femmes, contribuer à améliorer globalement la santé au travail de l'ensemble des hommes et au final, il y avait beaucoup moins de problèmes de dos, d'affection et ce genre de choses. Et une petite réflexion, parce que moi aussi j'ai 2 garçons, donc je lutte au quotidien. La réflexion des jeunes garçons, c'est oui, mais maman, une fille c'est quand même beaucoup moins fort, tu vas quand même pas mettre une fille là, ça marchera jamais. Et alors, j'aime bien dire, donc, un sac de plâtre avec les nouveaux conditionnements d'aujourd'hui, je pense que c'est entre 10 et 15 kilos, quelque chose comme ça. Sac de ciment, voyez. Donc, avec les nouveaux reconditionnements, c'est entre 5 et 10 kilos. Or, aujourd'hui, il faut par exemple que vous sachiez que les aides à domicile, quand elles vont donner des soins à des personnes âgées, qu'elles doivent faire des toilettes, une personne âgée, même qui n'a pas mangé depuis très très longtemps, fait généralement plus que 15 kilos. Donc, je veux dire, en termes de port de charge lourde, vous voyez, l'argument, il ne tient pas. C'est ça, je veux dire. C'est qu'il faut relativiser une personne qui est à la caisse, elle lève, dans une journée bien remplie, 2 tonnes. Donc, les gestes répétitifs, et donc l'argument de la force physique et ce genre de choses. Donc, quand on introduit des réflexions sur ouvrir certains postes de travail à des personnes différentes, dont la réflexion sur mettre des femmes ou féminiser des effectifs, en fait, on se rend compte que ça ouvre la voie à une réflexion globale sur les conditions de travail, les outils de travail. Et finalement, à la fin, comme tout le monde en bénéficie, et les entreprises qui ont mené ce genre d'études, en fait, ont vu améliorer les conditions de travail, la santé au travail. Donc, c'est aussi une porte qui est intéressante, je pense, à ouvrir. Je vous remercie pour toutes ces contributions et on va passer juste après au cocktail et je pense qu'on pourra poursuivre les échanges de manière individuelle avec tout le monde. Un grand merci. Je trouve que le débat s'est ouvert hyper facilement. Et merci à toutes les 3.